Twitter, comme un peu Facebook, mais peut-être encore plus dans le cas de Twitter, c'est l'actualité. Donc, c'est vraiment à la seconde près, les choses changent. Donc, par exemple, ce qui se dit maintenant, ben là, il y avait 4 nouveaux tweets. Et là, vous allez voir dans quelques secondes, il va y en avoir d'autres qui vont se rajouter. On doit cliquer pour les voir. Donc, si vous n'êtes pas sur Twitter, vous ne voyez pas ce qui se passe. Quand vous y êtes, vous voyez ce qui s'y inscrit. Alors, c'est sûr que ça peut devenir, les médias sociaux peuvent devenir problématiques dans certains cas pour les gens qui peuvent développer une certaine dépendance. Donc, c'est en train de devenir de plus en plus fréquent, les gens qui ont une dépendance à l'Internet puis aux médias sociaux. Donc, c'est quelque chose qui est en train de devenir du domaine public. Et un cas où est-ce que le DSM, le Guide de la santé mentale, il y a la version 5 qui va sortir dans quelques mois, ben risque d'avoir dans les problèmes psychologiques, autant que la dépendance au jeu ou que l'alcoolisme peut être pour certaines personnes, il y a des gens qui peuvent devenir dépendants à Internet et de voir les choses qui se passent au fur et à mesure. Donc, c'est peut-être un des dangers qui peuvent arriver avec ce genre d'outils-là. Les gens qui ne sont plus capables de décrocher, de vouloir voir la chose qui se passe au moment même, c'est pas fréquent, mais ça arrive peut-être de plus en plus souvent. Tantôt, quand je vous parlais des hashtags, puis si vous voulez suivre les choses, donc il y a les tendances qu'on peut retrouver sur Twitter. Donc, lorsqu'il arrive des événements, ben, vous avez les tendances qui changent. Donc, vous voyez, là, ça vient de changer. Alors, lorsque des hashtags ou des mots sont utilisés régulièrement sur Twitter, ben, ils s'additionnent. Et puis, ces additions-là, ben, on peut les retrouver. Donc, par exemple, La Voix TVA. Donc, hashtag La Voix TVA. Donc, si on clique dessus, on va voir tout ce qui se dit sur La Voix TVA et tous les commentaires qu'il peut y avoir sur cette émission de télévision-là. Habs pour hockey, pour les Canadiens. Hashtag Tout le monde en parle. Donc, pour l'émission Tout le monde en parle. Il y a aussi ce qui peut être très tendance aussi des fois, c'est des blagues qui se passent sur Twitter. Donc, par exemple, c'est un hashtag « Initials of someone you care about ». Donc, tu marques les initiales de quelqu'un qui sont importantes pour toi. Ou bien hashtag « Fictional death will never get over ». Donc, où est-ce que les gens vont mettre ce hashtag-là avec des commentaires spécifiques. Ou des fois, ça va être, par exemple, une série de blagues. Il y a beaucoup d'humoristes qui se trouvent sur Twitter et qui lancent des petites blagues du genre changer le nom d'un film pour rajouter Stephen Harper dedans. Et là, ben, tu vas avoir vol au-dessus d'un lit de Stephen Harper. Et puis, changer des titres de films ou de jokes, des petites blagues comme ça, mais toute une série où est-ce que les gens font des blagues en disant, ou par exemple, sur la commission Charbonneau, changer les noms de films avec commission Charbonneau. Donc, par exemple, c'est le silence de la commission Charbonneau au lieu de le silence des agneaux, ou des blagues un peu comme celle-là, les gens vont faire et les publient, et ça peut devenir très divertissant à regarder. Il y avait une question dans le fond? Mais hashtag, c'est l'identification. Hashtag, c'est une identification. C'est lorsque, sur Twitter, lorsque on met le dièse, qui est le petit symbole numéro là, sur le clavier de téléphone, suivi d'un mot ou d'une série de lettres, de chiffres, ça donne un code qui est lié avec Twitter, qui fait que toute personne qui clique dessus va retrouver toutes les instances de ce mot-là qui reviennent. Donc, par exemple, si on clique sur, je sais pas moi, La Voix TVA, donc, où tout le monde en parle. Donc là, on veut savoir ce qui se dit sur Twitter, sur Tout le monde en parle. Alors, ce que je vais faire, et là, vous voyez, il y a un nouveau tweet qui vient de se faire. Donc là, je pourrais cliquer dessus pour voir qu'est-ce qui s'est dit. Ah, c'est Geneviève Guérard, qui a été danseuse de la ballet canadien. Il dit « Oh, ça, c'est du jamais vu. Oui, le yoga rock chez nous, réservé tôt. » Et là, on peut voir c'est quoi
qu'est-ce qu'elle vient de publier. Donc, c'est ce qu'elle a publié sur Facebook. Donc, c'est une annonce pour du yoga un peu différent. Donc là, ben, on va revenir. Et là, ben, par exemple, tout le monde en parle. Donc, on veut savoir ce qui se dit présentement sur Tout le monde en parle. Si c'est en train d'être tendance à Montréal, bien là, on peut voir quand est-ce que ça a été publié. Donc, par exemple, il y a 17 heures, il y a 18 minutes, il y a 4 heures. Et là, on peut dire, on veut le top. Donc, ce qui a été le plus vu et le plus retransmis. Ou on peut voir tout. Donc, si on voit tout, c'est on le voit en direct. Donc là, ben, on va voir à la seconde près ce qui se rajoute. Donc là, 3 minutes, 8 minutes, 9 minutes. Donc là, ben, on a Maxime Proulx, qui est probablement un individu, n'importe qui, mais qui dit, bon, ben, qui parle de ce qu'il a vu sur l'émission Tout le monde en parle. Et il va voir, bon, tout le monde en parle du lait du dépanneur, ben, pas besoin de le dire, tout le monde a entendu l'explosion, Mais, donc, probablement que c'était une blague par rapport à l'émission d'hier. Donc, ceux qui ont vu la blague ben, peuvent comprendre le lien. Moi, je ne le comprends pas du tout parce que j'ai raté Tout le monde en parle hier. Mais, il y a vraiment, Radio-Canada défend le droit de mettre pasta au menu, mais censure la liberté réelle de parole, comme B. Alpin à Tout le monde en parle. Donc, des commentaires qui sont dits sur l'émission. Alors, vraiment, et il y a un peu de tout. Donc, tout.tv, donc, qui est un site Internet où vous pouvez avoir accès à toutes les émissions de Radio-Canada par la suite. Donc, pour revoir l'émission de Tout le monde en parle, quel invité avez-vous trouvé le plus intéressant, on peut cliquer. Et là, ben, ça va nous ouvrir la page. Et là, ben, on peut voir l'émission de Tout le monde en parle d'hier avec le ministre Duchesne. Et là, choisir une application. Bon, là, ah oui, il veut. Donc là, ben là, si on voulait regarder Tout le monde en parle, ben là, c'est sûr qu'il sort juste de mon ordinateur ici. Là, la qualité est un peu ordinaire. Donc, mais là, on pourrait voir l'émission, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Alors, on va fermer ça. Revenir là. Mais donc, c'est des choses qui se publient comme ça sur Twitter, puis qu'on peut suivre au fur et à mesure, et vraiment, mais voir des choses qui se passent dans le monde entier. Et donc, les gens, bon ben, il y a les gens qui sont actuellement sur Twitter, ce qui se dit. Donc, les gens, les dernières interactions qu'il y a eu par rapport à ma personne. Découvrir des choses intéressantes. Alors bon, le dernier tweet de Ruth-Hélène Brosseau, notre députée de Berthier. Donc, elle est sur Twitter, puis elle nous parle. Donc, différentes choses, des choses qui ont été lues beaucoup ou qui ont été retransmises. Donc, on peut suivre au fur et à mesure. Donc, moi, ben, c'est les commentaires que j'ai fait sur Twitter. Donc, j'ai annoncé sur Twitter les cours de cuisine pour hommes de 60 ans et plus, dans Dautré, débuteront le 10 janvier. Partagez, s'il vous plaît. Et je l'ai partagé à tous mes contacts. Et il y a de mes contacts qui l'ont partagé à tous leurs contacts et qui l'ont repartagé à tous leurs contacts. Ce qui fait que ça devient viral. Donc, cette information-là se propage et peut devenir comme ça rapidement connue d'un très grand réseau. Donc, moi, j'ai 48 abonnés seulement parce que je ne suis pas très actif sur Twitter, mais quelqu'un qui est très actif régulièrement peut augmenter son nombre rapidement de gens et faire suivre de l'information rapidement. Moi, personnellement, je trouve que Twitter, c'est très intéressant pour le volet fil de presse en direct. Donc, si je veux me renseigner sur ce qui se dit au Québec ou ce qui se dit dans un domaine particulier, bien, je peux faire ma liste des gens qui m'intéressent. Donc, par exemple, je suis le Huffington Post, qui est des nouvelles. Tu vas sûrement avoir moins de fautes de français, hein, je peux dire? Pardon? Tu vas sûrement avoir moins de fautes de français que sur Facebook? Non. Non? Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent très rapidement, très vite. Et Twitter, tu as 140 caractères. Donc, il y a beaucoup d'abréviations parce qu'on veut rentrer le plus d'informations possible dans un tout petit peu. Alors, c'est de s'assurer que ce soit vraiment serré. Et puis, il y a maintenant,
si vous suivez un peu les nouvelles à la télévision, Radio-Canada, TVA, régulièrement dans les bulletins de nouvelles, ils vont parler de ce qui est tendance sur Internet, sur Twitter. Ils vont parler que, on a eu des commentaires par Twitter d'un abonné qui nous dit telle chose. Ça devient une façon pour les journalistes d'entrer en contact et d'aller chercher l'opinion des gens directement. Et pour les politiciens aussi. Donc, François Legault est à peu près tout le temps sur Internet, tout le temps sur Twitter, et il communique avec les gens, puis il s'ostine avec plein de monde. Souvent, il va se tirer dans le pied en faisant des déclarations trop rapidement, sans nécessairement le réfléchir, mais ça a l'avantage d'avoir la pensée réelle et de pouvoir vraiment discuter et échanger avec les gens. Ça a le beau côté qu'on peut communiquer avec le monde. La difficulté, c'est que c'est 140 caractères, donc des fois, pour ajouter de la nuance, c'est un peu compliqué. Donc, des fois, quelque chose qui peut être à la base voulu pour d'être très nuancé, donc de dire, je pense telle affaire, parce que le média rapetisse beaucoup les interventions, ça peut sortir un peu tout croche et être interprété de la mauvaise façon. Et ça, c'est la même chose pour toutes les communications qui ne sont pas verbales. Lorsqu'on enlève le côté visuel des gens qui parlent puis qui échangent ensemble et qu'on garde simplement le texte dit tel quel, on peut y ajouter de l'interprétation qu'on veut. Et c'est vrai pour Facebook, c'est vrai pour Twitter ou pour tous les types de médias. Dans certains cas, il faut faire attention de ce qu'on dit et comment on le dit, parce que ça peut être interprété tout croche. Oui? Tantôt, vous avez dit que celui qui est sur Facebook, oui. Pardon, peut choisir un certain niveau de confidentialité. Oui. Sur Twitter, non? Pas vraiment. Mais en fait, pas à ce que je sache. Il y a moyen d'avoir des communications par Twitter avec quelqu'un spécifique, de dire, par exemple, moi, il y a quelqu'un qui est abonné à ma page, moi, je suis abonné à la sienne. Je peux communiquer directement avec lui en 140 caractères et que ce ne soit pas public. Mais si j'écris quelque chose, si j'écris un commentaire du genre, donc, présentement, en formation médias sociaux au CABA, je le tweet. Et là, ça indique le nombre de caractères qui restent. Ça s'écrit. Et là, les 48 personnes qui me suivent vont voir que je suis présentement en formation médias sociaux au CABA. Donc, les gens vont suivre ce que j'écris en direct, puis ils vont pouvoir voir. Et si ça les intéresse, ils vont dire « Ah, c'est intéressant ». Sinon, ils vont juste passer à autre chose, puis ça n'a pas plus de répercussions que ça. Donc, c'est un peu l'idée. Et là, les gens qui me suivent vont voir qu'actuellement, je suis là. Il y en a qui peuvent répondre, qui veulent dire « Ah, félicitations, bravo, c'est le fun que tu sois là. Ah, on aimerait ça te rencontrer pour te donner un contrat de 10 millions de dollars par année pour parler de ça. » On ne sait jamais vers où ça peut aller. Oui? Rechercher, puis l'autre, ça signifie quoi, ça? Donc, rechercher. Le soleil à droite en haut. Donc, ça ici, ça c'est pour les paramètres. Donc, ce petit symbole-là ici, c'est pas mal toujours sur les paramètres qu'on a. Donc, c'est un engrenage. Donc, ce symbole-là parle toujours de comment on fait gérer le système. Rechercher, donc par exemple, on dit, vous aimez beaucoup l'émission 19.2. Donc, puis vous voulez savoir s'il y a des choses là-dessus. Et là, vous faites une recherche. Puis là, 19.2, ça va vous donner des choses qui ont, par exemple, grandiose et un euphémisme, épisode de 19.2, mon passage au canal football, ainsi de suite. Donc, s'il y a un match de lundi soir et qu'il gagne sur 19.2, Twitter ne saura plus vous donner du tweet. Des commentaires qui ont rapport à l'émission 19.2 ou absurdes choses. Et là, ça vous donne un peu des possibilités ou par exemple, ça vous dit, explosion de la bulle immobilière, Bankia aligne une perte record de 19,2 milliards. Donc, ça va vous sortir tout ce qu'il y a par rapport à 19.2, qui n'est pas nécessairement par rapport à l'émission, mais donc, si vous faites une recherche, quelque chose qui devrait être pas pire. Benoît XVI. Donc, on va voir. Donc, selon le Vatican, Benoît XVI serait en train de regarder l'amant sur Chéri 25. Donc, il y a des commentaires, des fois, qui sont un peu niaiseux. Mais, donc,
Donc, des différentes choses. Donc, porte-parole du Vatican qui nous dit que le pape Benoît XVI joue du Mozart au piano le soir avant de s'endormir. Donc, des choses qui peuvent être pertinentes, des choses qui le sont beaucoup moins. Donc, voilà. C'est tant mieux pour lui s'il joue du Mozart. Mais ça, faut que tu sois branché Twitter. Donc, Twitter. mais pour pouvoir le voir, ce qui se passe, il faut être connecté à Twitter. Donc, si vous n'êtes pas connecté, les choses passent, puis c'est comme la vie. Donc, si vous ne regardez pas ce qui se passe, ben là, ça continue pendant que vous n'êtes pas là. Donc, c'est un peu le principe. Donc, c'est la même chose un peu pour Facebook aussi, où est-ce que les choses passent, puis que si vous n'êtes pas là pour voir le fil de l'actualité en direct, bien, vous pouvez remonter dans le temps pour voir un peu ce qui s'est dit, mais les choses se disent au fur et à mesure. Oui? Moi, je connais pas ça, là. Mais ça reste imprimé combien de temps? Ça reste imprimé tant aussi longtemps qu'il n'y a pas quelque chose d'autre pour le remplacer. Donc, par exemple, mais en fait, ça reste toujours. Donc, ça ne s'efface plus. Donc, là, par exemple, si je reviens en arrière, donc là, présentement, j'ai... Ça a été posté il y a 56 secondes. Mais là, si je descends, et là, je peux descendre comme ça, des journées en arrière. Et donc, voir, il y a 2 heures, qu'est-ce qui se disait. Donc, où est-ce que ça chialait sur les compressions. Donc là, je peux remonter comme ça. Là, je peux remonter 3 heures dans le temps. Et je peux continuer de reculer comme ça pendant très longtemps. Des années? Je ne sais pas si ça remonte à des années, mais facilement des journées. Donc, ça peut remonter comme ça pendant très longtemps et ça reste imprimé. Mais c'est sûr que il y a d'autres choses qui arrivent par après, puis ça se met sur la pile. Et puis, dans le fond, ce qui est pertinent à suivre souvent, c'est ce qui arrive au fur et à mesure. Mais on peut rejoindre ce qui a été écrit, là. Oui. Peut-être? Oui, Ça reste tout le temps. ça reste là. Donc, ça ne s'efface pas vraiment. Est-ce que c'est la même chose pour les courriels? Les courriels, tant que vous ne les effacez pas, ils restent dans votre boîte de courriel. Donc, maintenant, il y a quelques années, quand j'ai commencé sur Internet, les boîtes de courriel étaient en général très petites, très limitées dans leur espace de stockage. Aujourd'hui, la plupart des boîtes de stockage vont être pratiquement illimitées. Je regarde Gmail. Gmail, ils se vantent d'avoir une très grosse bande de stockage. Je vais... Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Non, c'est pas ça non plus. Parce que là, ils changent les affaires tout le temps d'un bord puis de l'autre. Ah, c'est ici. Donc, déconnecter. Alors, donc là, ben, vous voyez espace volumineux. Donc ça, c'est l'espace de stockage que vous avez dans votre boîte de réception. Donc, il y a... et ça augmente tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Chaque personne qui a ça, Je crois que oui. Donc, vous avez de la place pour y mettre ce que vous voulez. Google se sont donné comme mission de collecter la plus grande quantité d'informations possible sur tout. Alors, les adeptes des théories du complot puis de Big Brother en ont un peu peur parce qu'ils ont des terrains de football remplis d'ordinateurs qui ne servent qu'à une chose, c'est collecter de l'information. Et ils intègrent à peu près tous les logiciels, il y a plein de choses maintenant où est-ce que vous pouvez avoir accès par Google, mais eux, ils collectent tout et ils conservent tout. Peu importe que ce soit pertinent ou non, ils conservent tout quelque part, loin, avec une promesse de jamais s'en servir, mais ils l'ont conservé. Mais c'est sûr que la très grande majorité des informations, si vous envoyez un courriel à votre beau-frère pour dire que vous allez arriver dans 2 jours, ben ça ne changera pas grand-chose que ce soit collecté quelque part. Mais sachez que si vous utilisez des services de Google, ben ils l'ont conservé quelque part, puis ça reste dans reste dans leur archive. Oui? Google, on reçoit un courriel, à un moment donné, on n'a pas besoin, on l'envoie à Corbeil. Oui. Ils nous disent qu'il vide la Corbeil au bout de 30, tous les messages de 30 jours et plus sont éliminés de la Corbeil. Oui. Est-ce qu'on peut leur faire confiance ou nous
Nous autres même, on doit l'appeler. Ils sont éliminés de votre corbeille, mais ils existent encore quelque part sur l'Internet. Donc, quelque part sur Internet, ils restent dans leur méga ordinateur quelque part, il reste des traces de ça. Donc, et ça, tantôt, on parlait de vos traces sur Internet, puis c'est beaucoup plus difficile de faire disparaître quelque chose de compromettant que c'est de le mettre sur Internet. Donc, aussitôt qu'il y a quelque chose qui est sur Internet, de l'enlever complètement, c'est très difficile. Il y a des gens qui avaient mis une photo, qui avaient envoyé une photo à un moment donné. Ça devient des histoires un peu connues de quelqu'un à un moment donné qui avait envoyé, une fille qui avait envoyé une photo un peu osée à son chum. Là, son chum, il casse et puis il publie la photo à tout le monde. Puis ça devient une photo qui se promène à gauche, à droite. Puis là, même si la personne qui avait la photo au départ efface la photo, mais il en reste des copies quelque part qui circulent puis qui se promènent. Sur Internet, c'est ça qui est extrêmement difficile à contrôler l'information qui se trouve dessus. Même si vous l'envoyez dans des choses qui sont sécurisées, parfois il peut y avoir des traces de ça quelque part. Et c'est très avantageux pour les gens qui font de la lutte à la criminalité. Ça l'est peut-être parfois un peu moins pour le contribuable qui se retrouve pris avec une situation un peu étrange à vivre. Ça peut être problématique de ce côté-là. Donc, la plupart des courriels que les gens s'envoient en général n'ont pas de données très confidentielles qui vont aller chercher puis qui ne font pas... Je ne pense pas qu'on soit encore dans un monde de théorie du complot où est-ce qu'ils vont se servir de tout ce qu'on envoie parce qu'ils ne veulent pas chercher tout ça. Mais ça reste encore existant quelque part. Oui? Ça veut dire que si par exemple, même quelqu'un fait de la recherche sur Internet et puis il efface son historique, puis il efface ses cookies, il efface ses fichiers temporaires, il reste des traces dans l'ordi? Il peut en rester. Donc, la question est, est-ce que si quelqu'un efface toutes ces traces de cookies, d'historique et tout ça, moi, je ne serais pas capable de les retrouver. Mais des gens qui font de la recherche policière ou des spécialistes ou des pirates informatiques pourraient potentiellement retrouver des traces, oui, ça se peut. Donc, par les adresses IP puis par différents phénomènes, il y a moyen de retrouver ces traces-là. C'est à moins d'être équipé de logiciels professionnels pour vraiment effacer au complet toutes les traces des gens. Sinon, en général, ça en laisse des traces. Il existe même des entreprises qui font leur spécialité d'effacer vos traces sur Internet. Donc, qui, eux, vont dire, quelqu'un qui a eu une adolescence un peu olé-olé et qui se retrouve plus tard à vouloir devenir juge et qui avait des images un peu compromettantes de lui et qui veut les faire disparaître, mais il existe des compagnies qui sont spécialisées là-dedans puis qui vont vérifier tout ce qui existe sur votre personne pour les faire disparaître. Donc ça se peut. C'est sûr que ce n'est pas infaillible, mais souvent sont quand même très efficaces. Question là-bas, puis ici ensuite. Admettons qu'un ordinateur qui ne fonctionne plus, tu peux l'envoyer à la récupération. Oui. Il faut que tu le vides le mieux possible pour oui. que tu aies des renseignements personnels sur toi. Est-ce que tu peux faire ça ou il faut que tu confies ça à quelqu'un qui fait ça d'une façon... Moi, je le confierais à quelqu'un parce que moi, je ne suis pas certain à 100% d'être capable de tout vraiment effacer comme il faut. Le formatage fait en général un bon travail, mais quelqu'un qui est craqué, qui est habile là-dedans, peut être capable d'aller rechercher l'information même sur un ordinateur qui a été formaté. Donc, faut y faire attention. Admettons que vous avez un disque dur et que vous savez qu'il ne servira plus jamais. Vous pouvez prendre un aimant puis le coller dessus. Et là, à ce moment-là, toutes les informations qui sont dessus vont s'effacer. Parce que l'aimant, c'est ça que ça le fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre jamais d'aimant à côté d'un ordinateur parce que ça risque d'effacer vos données sur le disque dur. Donc, ça peut être une façon de faire qui ne nécessite pas un logiciel, qui nécessite une façon physique. Ça peut fonctionner, mais il ne faut pas que vous ayez l'intention de vous servir de l'appareil par après. Là. Ou si vous l'envoyez pour le faire récupérer par une autre compagnie, donc dire, vous le donnez à un organisme de charité, mais là, à ce moment-là, il
faut pas faire ça parce que sinon il ne marchera plus du Et tout ça probablement. Ça doit s'enlever un disque dur? Le disque dur peut s'enlever, donc ça peut être une option aussi. Là, ensuite, Mme Aubé. Moi, quand j'étais dans une polyvalente, il y a toujours des jeunes qui ont des cracks. Oui. Des cracks, là, super cracks. Lui, il pouvait entrer avec témoin d'appui, là, je l'ai vu, changer les notes au ministère de l'Éducation. Mhm. Puis il disait qu'il nous faisait croire que c'était sécuritaire. Le jeune leur a montré que c'était pas sécuritaire. Et quand il est sorti, 5e secondaire, c'est le SCRS qui est venu chercher pour Non. Non, le commentaire, c'était sur des gens qui sont extrêmement habiles et qui peuvent entrer sur des sites, des sites qui sont dits sécurisés, mais qui ne le sont pas toujours, et avec une explication. Oui, ça peut arriver, et même j'ai quelqu'un que j'ai connu qui, lui, son ordinateur, c'était un Mac, et il était sur un système qui est tout en Windows, et c'était dans une commission scolaire aussi, et il disait... nos systèmes sont extrêmement bien sécurisés, il n'y a absolument aucun danger. Et lui, avec son Mac, il a réussi à déjouer toutes les murs de protection qui avaient été faits parce que le système de protection était fait pour bloquer Windows, mais quelqu'un qui est dans un autre système d'exploitation pouvait passer comme dans du beurre et il pouvait avoir accès à des sites privés de professeurs et des choses comme ça. Donc, oui, il faut faire attention. De là aussi l'importance de ne pas laisser n'importe quoi sur les ordinateurs avec un accès au réseau. Oui, puis je vais revenir à... Supposons que je fais mon impôt et puis que je ne veux pas le laisser sur mon ordinateur. Soit je vais le mettre sur ma clé ou je vais mettre ça sur un autre disque dur ou sur un CD. À ce moment-là, est-ce qu'il disparaît complètement? Je l'ai enlevé, là. Je l'ai transféré. Si vous l'avez transféré... Transféré. Ça risque d'être encore là. Donc, si vous avez transféré des données importantes sur un disque dur ou sur une clé USB ou des choses comme ça, même si vous l'effacez, ça l'a passé par l'ordinateur. Donc, ça risque d'y avoir des traces pareilles. Mais les chances que quelqu'un s'en serve, parce qu'il faut commencer par voler votre ordinateur, il faut aller savoir que vous avez fait vos impôts par là et il faut aller le chercher. C'est sûr que les chances sont minces. Ça me fait penser à quelque chose. On en discutait tantôt pendant la pause. On parlait de laisser ses mots de passe enregistrés sur son ordinateur. C'est une mauvaise idée. Moi, je faisais ça avant, puis un jour, je me suis fait voler mon portable. Et puis, les gens ont eu accès à tous mes sites où est-ce que j'avais des mots de passe enregistrés. Et ils ont commencé à envoyer utiliser mon courriel pour envoyer des courriels contenant des virus puis des choses dangereuses ou problématiques à des gens de ma liste de courriels, en passant par mon adresse, parce que tous mes mots de passe étaient enregistrés. Donc, pour la gestion des mots de passe, et ça, c'est bon pour tout ce qui est mots de passe Internet, vos courriels, votre site, si vous avez une facture de téléphone, une facture d'hydro que vous recevez par courriel, si vous avez accès à Facebook, à Twitter, premièrement, essayez de ne pas utiliser les mêmes mots de passe partout. Donc, parce que si vous les mettez partout, s'il y a quelqu'un qui réussit à en décoder un une fois, mais après ça, il peut avoir accès à tout ce que vous avez comme toute votre présence Internet, elle peut être facilement accessible. Donc, assurez-vous de garder aussi, de changer vos mots de passe de temps à autre pour s'assurer de garder le contrôle sur vos mots de passe. Souvent, lorsque vous installez un nouveau mot de passe, ils vont vous demander de vous faire une question secrète et que vous êtes la seule personne à connaître la question secrète. Assurez-vous que ce soit une question secrète suffisamment compliquée que quelqu'un ne pourra pas deviner facilement. Souvent, dans une grande partie des cas, les fraudes qui vont arriver vont être par des gens que vous connaissez. Donc, c'est souvent le cas pour les fraudes, principalement auprès des aînés. Donc, ça peut souvent être des gens que vous connaissez qui vont utiliser vos choses. On parle de maltraitance aux aînés. Donc, ça peut être des enfants, des petits-enfants, des cousins qui vont utiliser ça. Mais si vous avez dit quel est le nom de votre chien, bien, le nom de votre chien, c'est quelque chose qui peut être connu par des gens de votre entourage qui pourraient avoir des mauvaises intentions. Je ne suis pas en train de dire que votre famille veut essayer de vous voler, mais si vous utilisez quelque chose qui est connu de vous-même seulement et qui n'est pas de connaissance générale, vous sauvez des troubles potentiels.
Donc, faites attention de ce côté-là et ne pas laisser vos mots de passe enregistrés dans vos ordinateurs. Et une chose qu'on ne veut pas penser en général, mais qu'il faut peut-être y avoir une petite... le garder un peu derrière l'esprit, c'est que personne n'est éternel. Mais Internet, oui, d'une certaine façon. Et donc, il faut penser aussi à qu'est-ce qui va se passer de votre présence Internet après votre décès. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont décéder, qui vont avoir leur adresse courriel, ou est-ce qu'ils vont encore recevoir des choses, qui peuvent encore, ou un site Facebook qui va rester actif. Faut peut-être penser dans votre testament ou d'avoir un endroit où vous avez la liste de vos mots de passe qui peuvent être disponibles et remis à la personne qui sera votre exécuteur testamentaire après votre décès. Donc, pour donner la chance, pour pouvoir régler plus facilement tous les détails. Toutes les factures aujourd'hui, les factures de téléphone, d'Internet, d'électricité, ça se gère tous par Internet maintenant. Mais si vous êtes décédé et que vous êtes parti avec votre mot de passe, bien, la personne qui va régler votre succession va avoir beaucoup de difficultés à faire annuler les comptes s'ils ne peuvent pas y avoir accès facilement. Donc, ça peut peut-être être une bonne idée de prévoir soit un coffre-fort avec votre liste de mots de passe de ce côté-là, et puis pour pouvoir faire effacer vos comptes après votre décès, parce qu'il y a des gens qui restent actifs. Et les comptes Internet de gens décédés peuvent parfois servir pour faire de la fraude pour d'autres gens. Donc après ça, parce que ça reste un compte qui avait l'air d'être réel, mais quelqu'un qui n'est pas au courant que la personne est décédée, bien là, il y a des gens qui peuvent envoyer des choses au nom de quelqu'un qui est décédé, puis se servir de cette adresse-là pour faire des malversations. Et donc, peut-être penser à ça, c'est pas une mauvaise idée de planifier d'avance en cas que. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Sinon, je vais vous faire quelques petits... tout d'abord, un site Internet que je recommande à tout le monde de l'avoir dans sa liste des favoris. Hoaxbuster. Donc, c'est pour découvrir tous les canulars et toutes les arnaques qui peuvent circuler sur Internet. Donc, sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, il y a des choses qui circulent très rapidement. Et c'est un des problèmes aussi de plus en plus courant, c'est que les gens ne vérifient pas toujours l'information qu'ils reçoivent. Donc, par exemple, celle-ci, c'est une chose sur les données personnelles de Facebook. Où est-ce qu'il y a un moment donné, il y a une chaîne de courriel, une chaîne de messages Facebook qui dit, alors, je vous le résume rapidement parce que c'est écrit petit. Donc, à partir de maintenant, Facebook va commencer à utiliser vos images. Là, ça dit un texte ça dit copier-coller ce texte dans vos choses et puis vous n'aurez plus jamais de problème avec Facebook. Là, ça dit veuillez prendre en compte que ma déclaration suivante, en telle date, je, conformément à la législation, dis que j'interdis formellement à toute personne d'utiliser mes images, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Mais ça, c'est pas vrai. Parce que dans les guides d'utilisation de Facebook, ça dit qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que Facebook peut utiliser et qu'est-ce qu'il ne peut pas utiliser. Donc, si vous publiez ça, en fait, sur votre page, premièrement, ça ne sert à rien. Et deuxièmement, dans le texte, ça dit que vous interdisez à toute personne de copier des choses sur de votre mur et de l'utiliser. Mais en ce faisant, vous copiez le texte de quelqu'un d'autre et vous l'utilisez. Donc, si ça avait force de loi, vous seriez vous-même en contravention parce que ce serait une interdiction de copier le texte qui est en train de circuler. Alors c'est un peu compliqué, mais ça vous indique, donc par exemple, si vous allez sur le site Internet de Hoaxbuster, vous indiquez publicité Facebook, vous pouvez même copier le texte au complet puis le rentrer dedans. Puis ça va vous indiquer est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Et c'est comme ça pour plein de choses. Je vous montre un autre exemple sur Hoaxbuster. Donc, une vidéo qui a circulé beaucoup sur Internet, où est-ce qu'on voit
dans la vidéo, Charles. ça se passe à Montréal, au parc, et on voit un grand aigle. Et le grand aigle qui vole comme ça, et là il descend, et là il va attraper un bébé. Oups. Et là il part avec, et là finalement le bébé retombe, et là ben c'est un beau montage comme ça. Et là ben ça a été publié sur YouTube. Et là les gens se sont emballés. En 2 jours, il y a 10 millions de personnes qui ont vu le vidéo puis qui l'ont partagé en disant comme quoi que c'est une vérité. Et là, on voit l'image au ralenti. On voit qu'il s'en va pour partir avec le bébé. Et là, c'est trop pesant, je l'échappe. Donc, et là, ben, Oaksbuster ont regardé l'image, l'ont analysée, et ils ont trouvé que c'est un faux. Donc, c'est un montage qui a été fait par des étudiants du NAD, le Centre national de quelque chose de technologique, de 3D. Ils font des images, du montage vidéo. Et c'était des étudiants c'était un de leurs travaux de session de faire quelque chose qui avait de l'air réaliste. Alors, ils l'ont fait et ils l'ont publié sur Internet. Et en 2 jours, ils ont eu 10 millions de personnes qui ont capoté, qui ont dit « Aïe, je ne sortirai plus jamais mes enfants à Montréal. » Donc, et là, ben, le Oaksbuster a vérifié le vidéo et ils se sont renseignés avec des ornithologues, avec des spécialistes de vision de l'image 3D. Puis ils disent que là, en analysant l'image seconde par seconde, mais ils se sont rendus compte qu'une fraction de seconde, il manque de l'ombre qui revient tout de suite après. Mais oups, ça démontre qu'il y a quelque chose quelque part qui ne marche pas. Et ils se sont rendus compte que il n'y a aucun aigle, même les aigles royaux ne sont pas capables de soulever quelque chose qui fait 10 kilos parce que c'est physiquement impossible pour eux autres. L'ombre de l'animal apparaît de nulle part à un moment donné. Et puis, dans le temps où est-ce que l'image a été publiée, techniquement, il devait y avoir de la neige à Montréal. Donc, toutes sortes de choses comme ça qui étaient des incongruités qu'eux ont découvert, puis que là, finalement, les gens ont dit, ben oui, c'était juste parce que c'était notre travail de session, puis on en était fiers. Mais ça a circulé partout. Et la journée que c'est sorti sur Internet, à TVA, ils montraient ça comme quoi que il y a des gros oiseaux à Montréal qui sauvent avec des bébés. Puis là, après ça, un peu plus tard, on dit « Ah, ben finalement, c'était pas pour vrai. » Donc, développez votre esprit critique, c'est important. Et Oaksbuster, c'est à ça que ça sert. Donc, ça sert à vérifier que vous n'êtes pas en train de vous faire avoir. Et ça, c'est la même chose pour toutes les chaînes de lettres qui vous disent cette lettre est extrêmement importante. Elle vous permettra de sauver un petit unijambiste chauve du Pérou qui est atteint du cancer. Et que si vous, à chaque fois que ce message va être transmis, 50 cents va vous être donné par Facebook. Ou bonjour, je m'appelle Amédée Abdagula, je suis prince en Zimbabwe et je vous envoie un message en vous disant je vous ai choisi personnellement, comme 10 millions d'autres personnes, pour être l'héritier de mon royaume. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de m'envoyer votre numéro de carte de crédit et 1000 $, puis je vais vous en envoyer 1 million par après. Donc, mais vous l'avez reçu. Mais ça, c'est... Mais vous seriez surpris de la quantité de gens qui vont se faire avoir par des arnaques comme celle-là. Ces arnaques-là, on appelle ça du hameçonnage. C'est-à-dire qu'ils lancent des hameçons et en attendant que quelqu'un qui dise « Wow, je vais avoir plein d'argent », viennent mordre dessus. Et là, ils ramènent lentement et ils essaient de soutirer le plus d'argent possible avant que la personne se rende compte qu'elle s'est fait avoir. Il y a des choses comme ça, de techniques de hameçonnage, où est-ce que des gens vont cibler principalement les aînés en disant, surtout s'il y a un peu d'information qui est disponible, en disant vous vous appelez Madame Untel, puis vous avez votre famille est visible sur Facebook. Et là, ils vont se faire passer pour votre petit-fils ou pour le neveu, un cousin éloigné. Et ils vont dire « Je suis en voyage au Mexique, je me suis fait tabasser par des gens et j'aimerais ça que tu m'envoies 1000 $ pour que je puisse prendre un billet d'avion pour m'en revenir. » Et là,
il y a bien des gens qui ne prennent pas le temps de vérifier et qui se font avoir dans des situations comme celle-là. Et c'est très, très, très courant. Moi, j'ai reçu un courriel comme celui-là de quelqu'un qui était une collègue qui travaillait dans un autre camp de vacances, qui me disait qu'elle était en Amérique du Sud et puis qu'elle s'était faite tabasser et violer et puis qu'elle avait besoin de mon aide parce qu'on était vraiment très amis. Bon, premièrement, on n'était pas si amis que ça. Et elle ne m'aurait pas envoyé un courriel à moi pour l'aider. Et puis, deuxièmement, on avait une réunion en après-midi. Alors, je trouvais ça un peu étrange qu'elle soit partie en Amérique du Sud sans nous avertir qu'elle serait en retard pour la réunion. Alors, mais il y a des gens qui peuvent se faire avoir de toutes sortes de façons. Et si vous n'êtes pas vigilant, c'est possible de se faire avoir. Et souvent, les gens sont honteux. Donc, quand ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir, c'est pas drôle de raconter là, qu'on s'est fait avoir, on a été poisson dans une histoire comme celle-là. Donc, surveillez-vous. Et Oathbuster, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ces arnaques-là, ils sont disponibles. Vous pouvez les retrouver sur Oathbuster. Ils vont vous les expliquer. Et mais ils ne font pas juste ça aussi. Par exemple, il y a des gens qui ont dit que Nostradamus avait annoncé la fin du monde quand le vidéo de Psy sur le Gangnam Style allait atteindre 1000 clics sur Internet, 1 milliard de clics sur Internet, ça allait être la fin du monde. Alors, et ils ont sorti, c'est quelqu'un qui était un adepte de la littérature médiévale, de la Renaissance, qui disait, du matin calme, la fin viendra, une fois le monde des cercles alignés à 9 sera du cheval qui dansera. Donc, ils ont dit que c'était une prophétie de Nostradamus et que ça voulait dire, maintenant que c'était interprété, que lorsque le vidéo Gangnam Style de Psy aurait atteint 1 milliard de clics sur Internet, bien, ce serait la fin du monde. Et là, ils ont décortiqué ça en disant, bien, les prophéties de Nostradamus, c'est toujours des quatrains, là, il y a juste 3 vers, donc ça ne marche pas. Ainsi de suite. Donc, ils l'ont expliqué, puis ils ont dit, si c'était réellement ça, bien, la fin du monde aurait déjà eu lieu, parce qu'il y a déjà eu plus qu'1 milliard de personnes qui ont visionné la vidéo. Donc, ça ne marche pas de toute façon. Mais vous avez vraiment de tout, et c'est une bonne façon de développer son esprit critique. Donc, vraiment sur toutes sortes de choses. Et ça vous indique, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est peut-être, ou est-ce que c'est vrai? Donc là, ben, vous avez vraiment, en fonction de chacune des choses, ben, vous pouvez savoir si ça s'est passé pour vrai. Mais techniquement, ça veut dire qu'on prend l'email qu'on reçoit puis on l'envoie à Oathbuster? Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi faire des recherches. Donc, par exemple, vous voulez savoir des choses sur Facebook. Donc, vous faites Facebook, vous êtes dans Rechercher Facebook, vous pouvez y inscrire tout un courriel aussi si vous en avez un. Puis là, ben, par exemple, vous faites Recherche. Et là, ben, ça va vous sortir tous les articles sur Facebook. Donc, aux alentours de 10 h du matin, une publication sur la page Facebook de Oathbuster apparaît. Le père d'une fillette en appelle à la volonté des internautes pour aider à la retrouver. Et finalement, cette image-là, c'est une image qui circule depuis 1 mois et demi. La fille est revenue, mais il n'y a juste personne qui a pensé à enlever l'avis de recherche sur Internet. C'est le genre de choses aussi qui au départ, c'est des vérités, puis qu'à un moment donné, ça devient des canulars. Une autre histoire un peu comme celle-là, quelque chose que j'ai vu circuler, c'est, à un moment donné, ça circule dans mes amis, il y a quelqu'un qui me dit, qui publie, alors il y a à Saint-Félix, il y a un propriétaire d'écurie qui doit se débarrasser de 49 chevaux. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui vient chercher les 49 chevaux avant demain midi, il les envoie à l'abattoir, puis ils vont servir pour faire de la viande. Et là, il me donne même un numéro de téléphone qui vient avec, en disant téléphonez à ce numéro-là, puis vous pouvez avoir un cheval gratis. Là, tu fais comme waouh, c'est intéressant. Mais là, tu fais une recherche rapide sur Oathbuster, et ce que tu te rends compte, c'est que ce vidéo-là, ce message-là, au départ, peut-être vérifier de qui vient la source. Première chose, peut-être vérifier qui a publié ça en premier, puis remonter un peu la trace. Et là, moi, ce que j'ai fait au départ, j'ai vérifié qui l'avait envoyé. Et rapidement, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce même message-là, j'ai vu pour l'écurie, finalement, était à Lavaltrie. Oups! Il y a déjà quelque chose qui ne marche pas quelque part. Je me suis renseigné sur Oathbuster, et là, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est une histoire qui était vraie. À l'origine, c'était il y a 1 an et demi, en Arizona, mais
ça s'est passé comme le téléphone arabe. Donc, moi, je vous dis quelque chose, vous le dites à votre mari, qui le dit à l'autre d'à côté, qui le dit ensuite. Et là, ben, chacun retient la partie qu'il veut et rajoute le volet qui l'intéresse pour embellir l'histoire. Alors, ce qui fait que une histoire qui, à l'origine, était une vérité, ben, devient une arnaque, un hoax, un mensonge, à un moment donné, parce que ça s'est tellement modifié que l'histoire d'origine n'est plus vraie. Est-ce que je vous avais parlé il y a 2 semaines ou sinon je vais en parler de toute façon, mais à Notre-Dame-de-Lourdes, il y avait eu un problème à un moment donné d'histoire comme ça qui avait été déformée. Il y a un verger à Notre-Dame-de-Lourdes, qui est un très beau petit verger familial. Ils n'ont pas beaucoup de pommiers, c'est un bel endroit. Il y a quelques années, ils reçoivent un peu des groupes, et puis, et là, ben, ça n'avait pas été une très très bonne année. Alors, une journée, ils ont des petites garderies qui sont là, et puis arrive un groupe qui n'avait pas réservé à l'avance, qui était principalement de personnes avec un handicap. Et puis, donc, des autistes, et puis toutes sortes de handicaps. Et là, ils reçoivent, le groupe arrive, et là, la propriétaire va les voir et leur dit « Je suis désolé, je ne peux pas vous prendre. » Et là, les gens, il y a une des mamans d'un autiste qui fait « Ben là, ça n'a pas de bon sens, puis là, nous autres, on est déjà arrivés. » Mais ils n'avaient pas réservé à l'avance. Et là, elle s'en retourne chez eux, écrit sur Internet comme quoi que ça n'a donc pas de bon sens, puis que le verger ne les a pas reçus parce qu'ils étaient avec des handicapés. Et là, les contacts de cette personne-là ont fait « ben là, ça n'a pas de bon sens ». Et là, ça a commencé à faire une boule de neige. Donc, et là, ça a grossi, puis ça a grossi, puis ça a grossi. Là, à un moment donné, les propriétaires du verger ont commencé à recevoir des menaces, puis comme quoi que ça n'avait pas de bon sens de ne pas recevoir des handicapés chez eux. Mais au final, c'est juste parce qu'ils n'avaient plus de pommes. Puis parce que le groupe n'avait pas réservé à l'avance. Mais là, ça s'était rendu à la télévision, à TVA, où est-ce qu'ils disaient « Ah, un verger qui sont pas fins puis qui prennent pas les gens », alors que c'était simplement de la mauvaise communication. Donc, assurez-vous, si vous publiez quelque chose, de bien le noter dans le temps, puis de s'assurer que si les gens le partagent, que ce soit aussi que ce soit clair et précis de les limites dans lesquelles le partager. Et quand vous voyez quelque chose qui passe par Internet, que ce soit sur un média social ou autre, et même dans les télévisions aussi, gardez un esprit critique et vérifiez les sources. Parce que de plus en plus, à l'ère numérique, à l'ère de l'information en continu qui arrive tout de suite, puis il faut donner plus de jus à une population qui a besoin de l'instantanéité. Mais il y a de plus en plus de journalistes qui ne font pas leur job, puis qui ne vont pas toujours vérifier les sources, puis qui vont publier n'importe quoi. Donc, esprit critique, c'est important pour éviter de se faire avoir. Donc, Hoaxbuster, c'est une bonne façon. Je vous montre rapidement d'autres sites Internet intéressants. Si vous avez une adresse courriel, puis que vous voulez organiser des rencontres de famille, puis que c'est difficile de rejoindre tout le monde, puis de s'assurer d'avoir un événement intéressant, une façon sympathique de le faire, c'est un doodle. Premièrement, ça sonne drôle, un doodle. On peut faire yodel doodle, mais on peut aussi s'en servir pour planifier des événements. Alors, c'est gratuit. Donc, vous dites planifier un événement. Vous indiquez le titre, le lieu, la description, votre nom, votre courriel. Et l'étape d'ensuite, c'est que vous allez dire qui vous voulez inviter. Et là, vous envoyez par courriel une invitation au doodle. Et là, les gens vont répondre et vont dire, vous avez donné une liste de dates disponibles avec les heures. Et là, ben, vous dites, bon, pour la fête, on fait une fête pour notre 25e anniversaire de mariage. On peut le faire telle journée, telle journée, telle journée. Et là, les gens vont dire, ben moi, je suis disponible telle journée, mais pas telle journée. Et là, ben, vous allez voir, au fur et à mesure que les gens s'inscrivent, ils vont dire, ben, vous allez pouvoir voir une tendance se démontrer, dire, ah, ben, les gens sont bien plus intéressés de faire ça un samedi qu'un lundi après-midi pour fêter votre anniversaire de mariage. Donc là, ben, vous allez voir les gens qui vont être disponibles, qui est disponible. Fait que comme ça, s'il y a des gens qui ne sont pas disponibles une journée, puis que de toute façon, vous ne vouliez pas les voir, ben, vous pouvez faire ça cette journée-là, puis comme ça, ben, c'est juste parce qu'ils auront répondu au doodle de la mauvaise façon. Quand on va envoyer ce message-là, oui. On va l'envoyer à ceux qui sont sur Facebook. À vos adresses courriel. À vos adresses courriel. Donc là, par exemple, si vous voulez inviter vos frères et sœurs, vos enfants et tout ça, vous rentrez leur adresse courriel, ça va leur envoyer un courriel en disant « On vous invite, bonjour, je fais
tel événement, je fais une surprise pour ma fête. Si vous voulez être présent, cliquez là. Et là, les gens vont cliquer sur les choses qui les intéressent. Et puis, ils vont pouvoir dire à quelle date qui sont disponibles et intéressés. Parce que ça va être identifié Doodle. Oui. Oui. Ils vont recevoir, là. Donc, et puis, il va y avoir un lien. Ils doivent cliquer sur le lien. Ça va les amener sur une page où est-ce que ça va dire, je suis disponible telle journée, telle journée, telle journée. Donc, ça, c'est pour le Doodle. Instagram, je ne l'ai pas installé sur mon ordinateur parce que mon ordinateur est en Linux, puis ça ne fonctionne pas là-dessus. Mais Instagram, c'est un logiciel pour partager des photos. Donc, ça permet de partager des photos d'appareils de téléphone intelligents, tablettes et autres, avec des gens qui sont dans vos contacts. Et ça permet aussi de les mettre sur Facebook, sur Twitter. Donc, il y a des liens. Si vous avez Instagram et une page Facebook, vous pouvez publier sur Instagram ce qui va se partager automatiquement dans vos contacts Facebook, si vous le voulez. Vous pouvez aussi faire partage automatique avec Twitter. Et ça va faire des liens de ce côté-là. Donc, et il y a des filtres que vous pouvez mettre sur vos photos. Donc, si vous avez pris des belles photos dans vos voyages puis que vous voulez les partager rapidement, vous cliquez sur « Partager » et puis ça les partage à tout le monde. Donc, c'est une façon facile de montrer où vous êtes allé. Et les gens peuvent commenter les photos, dire « Ah, c'est donc bien beau, où est-ce que tu es allé? » ou bien « Tu as vraiment mangé tout ce gâteau-là. » Tumblr, un peu le même principe. Tumblr, on peut s'y abonner et s'inscrire et voir les images que les gens partagent. Il y a moyen de partager avec des gens qu'on connaît bien ou avec des étrangers. Donc, par exemple, si vous aimez ça, il y a beaucoup d'artistes. Et Tumblr, c'est aussi en lien avec Twitter, Facebook et autres. Donc là, par exemple, si vous aimez beaucoup les images comme ça ici, ça, c'est des images, c'est des dessins qui sont faits par quelqu'un, puis qui les a partagés. Puis là, il y a moyen de dire que « Ah, j'aime ça, je trouve ça beau. » Et là, les gens vont apprécier la chose ou pas. Donc là, et au fur et à mesure que les images sont partagées, il y a moyen de les suivre, puis de voir les dessins, les images. Donc, Tumblr, Instagram, c'est un peu le même principe pour partager des choses. Google+, on en a parlé tantôt. Là, ma session est fermée quand je l'éteins tantôt. On va l'éteindre. Facebook aide les aînés à améliorer leur santé cognitive. C'est une recherche qui a été faite en Arizona sur des gens de 65 ans et plus et qui démontre que chez les gens qui n'avaient pas Facebook et qui se sont inscrits après avoir 65 ans, ils ont fait passer des tests psychomoteurs à des gens qui à l'origine, tout le monde, il n'y avait personne qui avait Facebook dans ceux-là. Ils leur ont fait passer des tests psychomoteurs et ensuite, il y a une partie de ceux-là qui se sont inscrits à Facebook, l'autre partie ne l'ont pas fait et ils ont attendu quelques mois, histoire que les gens se familiarisent à tout ça. Ils ont fait repasser des tests psychomoteurs par la suite et ils se sont rendus compte que les aînés qui s'étaient inscrits à Facebook et qui avaient été régulièrement, leur capacité cognitive était plus développée. Donc, c'est d'apprendre ou à laisser, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est dans le sens que ce qu'ils ont voulu démontrer par là, c'est que c'est du travail cérébral de recherche. Peut-être que les gens, il y a peut-être aussi, on n'a pas toutes les données de l'étude, mais peut-être que les gens aussi qui ont été actifs sur Facebook longtemps n'ont pas fait seulement ça, ont continué aussi à faire des mots croisés, à faire différentes choses, mais il semble qu'il y ait une corrélation entre être sur Facebook puis être régulièrement ou avoir une présence Internet puis de se familiariser avec les nouvelles technologies et avoir ou garder de meilleures capacités cognitives en vieillissant. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est une information que je trouvais intéressante à nommer. Est-ce qu'on peut... on peut le prendre avec un grain de sel aussi. Non, pas ça, mais est-ce qu'on peut le lire quelque part, cette recherche-là? Oui, là je l'ai effacé, j'aurais pas dû, mais elle était disponible sur Canoë, mais je vais regarder quelque chose. Mental et Facebook. Donc pour la retrouver, non.
je l'ai dans mon ordinateur là-bas. Je vais le rechercher. La... Ah oui, c'est ça. Donc ça, c'est la version en anglais sur le site du Huffington Post. Donc c'est... Bon. Donc voilà. Donc ça, c'est le message original. Donc la version qui est sur Canoë est plus courte. Il nous reste environ 5 minutes, d'accord? Merci. Alors, on va se dépêcher. Alors, donc, c'est ça. Donc, vous avez le site Internet. Donc, vous pouvez regarder Cognitive Facebook, puis vous allez pouvoir trouver le site en question. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Hotmail, qui est une adresse de courriel. Rapidement, très, très vite, Foursquare. Foursquare, c'est un site Internet où est-ce que vous avez... vous pouvez inscrire l'endroit où est-ce que vous vous trouvez et ça apparaît des différentes choses. Donc, par exemple, j'ai cliqué Berthierville, restaurant, puis ça vous indique les restaurants qui sont dans le coin. Alors, c'est possible de l'avoir sur téléphone intelligent ou par ordinateur. Et puis, vous cliquez dessus, puis piting, ça vous apparaît. GPS. GPS aussi, ça peut faire la même chose. Donc, et l'avantage de Foursquare, c'est que quand vous faites bidding, que vous êtes ici, quand ça dit que vous êtes à Berthierville, bien, il existe c'est possible de voir les offres spéciales Foursquare. Donc là, bien, dans le coin, il n'y en a pas. Mais à différents endroits, par exemple, vous êtes aux Galeries de Joliette, vous cliquez Foursquare, puis là, vous dites « Je suis ici », bien là, il va peut-être avoir genre un magasin qui va vous dire « Ah, ben si tu cliques que tu es dans mon magasin, je te donne 10% de rabais. » C'est le genre de choses qui peut arriver. Donc, voilà. Alors, c'est ça. Donc, j'ai pas mal fait le tour. S'il y avait des questions. YouTube, il avait dit qu'il en faisait un livre. Oui, YouTube. YouTube, rapidement, c'est pour voir des vidéos. J'allais l'oublier. Mais YouTube, ça vous permet de voir des vidéos de toutes sortes. Vous pouvez y mettre vraiment, mais tout existe sur YouTube. Donc, tout le monde peut publier des vidéos et les gens vont voir vraiment toutes sortes de choses. Donc, j'ai pas énormément de choses à dire sur YouTube, à part que c'est une façon facile de voir des vidéos gratuites. Vous pouvez y trouver des films pratiquement complets qui sont gratuits sur YouTube. Vous pouvez y trouver de la musique, vous pouvez y trouver ce que vous voulez. Faut faire attention parce que des fois, il peut y avoir des vidéos qui s'annoncent comme quelque chose, puis qu'au final, quand vous le regardez, c'est pas ça. Mais il y a très peu de contenu hostile qui peut passer dans votre ordinateur par YouTube, à part une vidéo que vous ne voulez pas voir, mettons. Mais il n'y a pas de nudité ou très peu. En général, c'est censuré par YouTube pour s'assurer que ce ne soit pas n'importe qui voit n'importe quoi. Quand je reçois un courriel, qu'il y a un lien sur YouTube, pourquoi à un moment donné, je commence à l'écouter, ça arrête. Ça peut être... Oui. En fait, pour la bande passante, c'est question de bande passante, si vous avez une haute vitesse ou vitesse intermédiaire ou très haute vitesse. Donc, si ça coupe, c'est parce que des fois, ça peut prendre du temps à télécharger. Donc, ce qui peut être une bonne idée, c'est de cliquer, d'ouvrir, et là, la barre va avancer toute seule, mais vous ne partez pas la vidéo tout de suite. Vous attendez que la barre soit rendue suffisamment loin, et là, vous cliquez sur Play, et là, vous allez la voir sans que ça coupe trop. C'est sûr que la technologie n'est pas encore parfaite, comme de regarder les choses à la télévision, mais vous pouvez y voir quand même pas mal de choses intéressantes sur YouTube. Oui? Mais c'est pas toujours gratuit. Mais sur YouTube? Ouais. Ah oui? Ah, ben, vous m'apprenez quelque chose. Moi, j'ai pas vu rien qui coûtait quelque chose sur YouTube, à moins que ce soit des web télé. Donc ça, des fois, certaines web télé peuvent être payantes. Mais sinon, pour le restant, tout est gratuit à peu près. Si on télécharge de la musique, est-ce qu'on part avec ça, YouTube? Les gens qui font ça, télécharger de la musique, mettre ça dans leur iPod, puis Donnez-moi quelques instants. Je vais dire au revoir aux gens à la télévision, s'il y en a encore, parce que puis il y a encore des questions qui vont se poser dans la salle. Et puis, au revoir. J'espère que ça avait été intéressant. Donc...